Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie d'Alan Duke, conférencier, théoricien, auteur de plusieurs ouvrages, notamment L'éveil des anges. C'est pour tout de suite, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Alan Duke, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors vous êtes auteur, conférencier, théoricien, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment L'éveil des anges. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre et quel est le principal message de ce livre, L'éveil des anges? Mais disons que au moment où j'ai écrit ce livre, L'éveil des anges, donc qui date déjà de quelques années, puisque entre-temps je viens de sortir un nouveau livre qui s'appelle Thérapie, mais à l'époque donc surtout avec L'éveil des anges, qui était donc le 3e livre. On va dire j'ai passé la vitesse supérieure puisque j'ai commencé à prendre conscience aussi qu'il ne suffisait pas simplement de montrer du doigt sur ce qui n'allait pas, mais qu'il était aussi important d'apporter des solutions. Donc, et voilà, puisqu'il y a certaines personnes qui ne font rien d'autre que de parler des problèmes, des sujets qui blessent, et puis à force de parler de beaucoup de conspiration, ça a tendance un petit peu à constiper l'esprit, et donc on se trouve devant des problèmes qui sont soi-disant on ne peut pas trouver de solution. Et donc dans l'éveil des anges, parce que c'est aussi un jeu de mots, donc ange, quand on écoute le mot ange, c'est comme si on entendait un petit peu enjeu. Donc l'éveil des anges, c'est-à-dire de prendre conscience que les clés sont en nous. Et donc c'était un livre où j'ai commencé vraiment à aborder le sujet de l'alchimie aussi. D'accord. Alors, dans cette émission, nous avons l'habitude de parler de magnétisme, de symbolisme, de physique quantique. Ce sont des sujets qui vous sont assez familiers. Oui, c'est on va dire même aussi surtout le symbolisme, mais tous ces sujets sont vraiment des sujets qui m'interpellent énormément, effectivement. Comment en êtes-vous arrivé justement à vous intéresser à tous ces sujets? Quel a été votre parcours? Eh bien, je suis tombé dedans, c'est-à-dire sans le vouloir, sans le demander. C'était, on va dire, en l'an 2000, comme ça, où j'ai commencé à m'intéresser on va dire, j'ai toujours été passionné et intéressé par l'archéologie, par les sujets, on va dire, un petit peu étranges, comme ça, surtout l'archéologie alternative. Et donc, aux alentours de 2000, je suis tombé sur un livre qui s'appelle donc Le Livre Jaune, qui est quand même assez connu pour les personnes qui, justement, à ces époques-là, ont commencé à s'intéresser à la métaphysique, à l'ésotérisme et tout ça. Et donc, un livre en a appelé un autre, et puis c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à rentrer dans ces sujets. Mais disons que j'ai tout de suite eu quand même le réflexe de ne pas forcément prendre tout ce que je lisais pour argent comptant, et j'ai commencé à avoir mes propres réflexions, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce que je partage moi-même, donc il y a des choses qui rejoignent les recherches de personnages connus, on va dire, qui parlent de ces sujets aussi, mais il y a aussi parfois quand même des sujets sur lesquels je me détache, où je crée ma propre griffe, entre guillemets, c'est-à-dire où je commence tout doucement aussi à donner encore une autre vision de certains sujets qui englobent donc le symbolisme, justement, l'alchimie, etc. Alors ça vous a permis de faire vos propres recherches et de reconstituer peut-être un puzzle pour aller le plus près de la vérité. Disons que c'est mon but, c'est de toucher, parce que encore une fois, il faut bien faire attention entre le mot justement vérité et raison. La raison, c'est chaque individu peut avoir son propre raisonnement, et donc des raisons, il y en a probablement autant que d'individus sur cette planète, mais une vérité, il n'y en a qu'une. Universelle. Avec ce jeu de pistes, donc, puisque c'est comme un jeu de pistes, l'éveil métaphysique, ésotérique, c'est d'engranger énormément de connaissances, mais qui partent dans tous les sens. Donc il faut vraiment avoir un esprit ouvert sur tous les sujets imaginables qui vont se rejoindre quelque part au fin fond de votre esprit, et c'est comme un puzzle, donc tout d'un coup votre esprit va
mais c'est aussi un travail intellectuel. Donc il y a jamais de pause. Donc on est toujours en train d'observer les choses, parce que les synchronicités, d'observer à certains moments des choses précises qui vont vous apporter des clés. Donc c'est vraiment une gymnastique aussi. Puis le but, c'est de toucher la vérité, on va dire. Et puis voilà, à partir du moment après où vous donnez des conférences avec, on va dire, une centaine de personnes, et que, je vais dire, 90% de la salle vous observe et puis ils font des grands sourires devant vous, c'est comme si vous aviez quand même trouvé des choses où le raisonnement, on va dire, des personnes qui sont présentes, il est plus ou moins similaire. Et donc, c'est réconfortant par rapport à ce parcours que je fais maintenant, donc depuis 15 ans. Tout se tient, finalement. On s'aperçoit que tout devient cohérent à certains moments. Ben oui, mais justement, pour voir cette cohérence, il faut justement avoir aussi la possibilité de prendre du recul par rapport à ces recherches. Et c'est-à-dire aussi, comme les sujets sont tous, malgré tout, maintenant je vais vous donner un exemple, vous prenez par exemple les religions, et puis vous prenez le monde de la finance. Alors des personnes normales, entre guillemets, vont dire il n'y a aucun lien entre la religion et les finances. Je dis si tu veux comprendre l'histoire de la finance, justement, il va falloir que tu t'intéresses aux religions, parce que la finance, au commencement, c'était les religions, donc surtout le christianisme qui gérait donc les finances à travers les taxes qui étaient déjà perçues. Et automatiquement, le système, là, comme on l'appelle aussi le système babylonien, qui est notre façon de fonctionner aujourd'hui encore, le côté mercantile, pour vraiment comprendre ce fonctionnement, il faut aussi s'intéresser aux religions. Donc automatiquement, en prenant ce recul, après vous avez une vision globale, et puis c'est ça qui vous permet justement de plus facilement percevoir une certaine vérité. Alors, vous évoquez aussi les Illuminati. On en parle énormément sur les réseaux sociaux. Qui sont-ils exactement, ces Illuminati, et quelle en est l'origine? Eh bien, si maintenant nous restons dans la version officielle, bien sûr, nous parlons des Illuminés de Bavière d'Adam Weishaupt. Donc, au 18e, c'était un personnage qui vivait dans les pays germaniques et qui faisait partie d'un ordre et faisait aussi partie des Jésuites, entre autres. Mais il aurait donc créé un groupe qui s'appelait donc les Illuminés de Bavière. Et puis ça, c'est, on va dire, plus ou moins la version officielle. Par contre, en ce qui me concerne, je pense que ça va bien au-delà des Illuminés de Bavière. Et donc, qu'ils existent, pour moi, c'est assez évident. Après, c'est un terme générique qui est utilisé, Illuminati, mais c'est un petit peu pour mettre le doigt sur une élite qui contrôle le monde, la société depuis déjà plusieurs millénaires, probablement. Et donc, pour, par exemple, prouver, il y a une preuve assez frappante qui montre que ce terme n'est pas un terme comme ça. C'est-à-dire, vous allez à New York, par exemple, devant le Rockefeller Center. Donc, on connaît quand même le pouvoir de cette famille sur le siècle dernier, donc la famille Rockefeller. Et nous voyons donc devant ce bâtiment, nous voyons la représentation d'un dieu grec qui s'appelle donc Prométhée. Et Prométhée est celui qui a volé le feu des dieux pour éclairer l'humanité avec. Et donc, on l'appelle aussi donc le porteur de lumière, qui a porté le feu des dieux. Mais il faut savoir que chez les Romains, Prométhée n'a plus ce même nom, il s'appelle Lucifer, parce que le mot Lucifer veut dire porteur de lumière. Et donc, c'est intéressant de voir que devant le bâtiment des Rockefeller Center, des Rockefeller donc, se trouve la statue d'un personnage qui est un porteur de lumière. Et donc, symboliquement, ça voudrait dire que cette famille, parce qu'ils ne mettent pas ces statues au hasard, donc pour eux, il y a vraiment une volonté de mettre des symboles, justement. Je suppose qu'ils s'estiment quelque part quelque peu éclairés, et qui dit éclairé dit automatiquement illuminé. Donc, et là, on aurait déjà, par exemple, un exemple bien flagrant, quand on parle d'Illuminati, de personnes qui sont hautement éclairées, à des connaissances hermétiques, justement, donc et ça c'est donc des connaissances qui vont leur permettre justement de contrôler le fameux système babylonien sur des générations. Et donc, on va dire, parmi les Illuminati, on pourrait éventuellement montrer du doigt sur certaines familles qui contrôlent le monde, parce que je n'invente rien en disant que c'est une poignée de personnes qui détiennent plus de 90% des richesses. On en parle souvent sur cette antenne, Voilà, donc c'est pas moi qui invente cela non plus. Et ces personnes donc se transmettent aussi de génération en génération toutes les clés pour pouvoir continuer ce contrôle. Et pour cela, il faut de grandes connaissances justement en psychologie, dans tous les domaines
domaines imaginables, donc pour contrôler, comme on les appelle aussi, le petit peuple, donc les moujons, moitié moutons, moitié pigeons, qui sont tout le temps plumés et tondres, puisque c'est une stratégie pour tout faire pour que le peuple ne s'éveille pas, justement. Et Romain disait bien, donnez-leur du pain et des jeux, et comme ça on les contrôlera. Et voilà, et donc les Illuminati, mais ça c'est, on va dire, des personnes connues, historiquement en parlant. Donc si je prends maintenant les Rothschild, les Rockefeller, etc., des grandes familles comme ça, mais derrière eux, il n'est pas impossible que nous ayons encore affaire à d'autres personnes, voire entités, qui ne sont pas forcément visibles, puisqu'ils ne sont peut-être même pas dans notre dimension. Donc, et puis qui dirigerait tout cela derrière le rideau. Bon, après ça touche, on va dire, encore un domaine qui est un peu plus, on va dire, quantique. Mais en tout cas, ce qui est aussi sûr, et je suis un des rares aussi à proposer cette idée, c'est que parmi les Illuminati, il pourrait y avoir aussi deux branches fratricides, donc deux branches. D'un côté les mages noirs, de l'autre côté les mages blancs, c'est-à-dire des personnes ou entités qui sont là pour nous tirer vers le haut, et d'autres qui sont là pour nous tirer vers le bas. Oui, ça me fait penser à la Confédération Galactique. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Disons que ce sont des sujets qui touchent un peu le New Age, et ça c'est pas forcément maintenant dans ces zones-là sur lesquelles je m'intéresse. Vous faites référence à la langue des oiseaux. Qu'est-ce que vous entendez par langue des oiseaux ? Langue des oiseaux, c'est comme l'indique aussi l'alchimiste Patrick Bernstein, il en parle largement, c'est-à-dire une forme d'allocution qui n'est pas qu'on ne va pas maintenant lire, c'est-à-dire si vous prenez maintenant les mots comme nous avons appris à l'école, donc on nous a bien donné un orthographe précis pour écrire certains mots, et donc le but de la langue des oiseaux, c'est d'écouter les mots dans leur version volatile, c'est-à-dire rien qu'à l'écouter. Donc, et c'est intéressant, donc certains mots, ils vous donnent des clés assez rigolotes, ou bien même très intéressantes sur un plan métaphysique. Donc, je vous donne un petit exemple. Quand vous dites à une personne, écris-moi sur un bout de papier la mort, il va bien sûr écrire la mort, mais si on l'écoute dans la langue des oiseaux, donc on entend quelque chose qui ressemble plutôt à l'âme or, l'âme qui est à l'extérieur. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir l'opposé de la mort, c'est-à-dire pour beaucoup de personnes, le contraire de la mort, ça va être la vie, mais en supposant que notre âme serait immortelle, donc ça voudrait dire que la vie, elle est constante, donc elle change seulement d'état, donc d'un état, on va dire, quantique, notre âme serait dans une zone hors de l'espace-temps, et donc au moment de l'incarnation, notre âme, elle rentre dans la densité de la 3D, et donc la vie, elle serait constante, donc le vrai contraire de la mort, ce serait plutôt la naissance. Et lorsqu'on écoute bien la naissance, on entend encore une fois quelque chose de précis, c'est là que naissent les sens. Et voilà, la langue des oiseaux, c'est au lieu de lire les mots d'une manière littéraire, c'est de les écouter, et donc automatiquement le mot oiseau, parce que c'est une langue volatile qu'il faut écouter. Est-ce que les mots à une certaine époque n'ont pas été déformés ou réécrits, ou c'est vraiment la mort, par exemple, c'est la mort, M-O-R-T? Disons que ce qui est intéressant, ce que vous dites là, c'est donc par rapport à justement la langue des oiseaux, ce qui serait donc quand même quelque chose d'assez précis et de structuré, entre guillemets. Donc on ne pourrait pas faire dire tout et n'importe quoi aux mots, parce qu'il faut savoir que si on prend maintenant, historiquement parlant, les langues qui ont été utilisées par les élites, nous avions donc à une certaine époque, on pourrait dire l'hébreu, après, je vous parle, on va dire, des régions ici, donc Proche-Orient, Occident, donc l'hébreu qui va être une langue assez importante, surtout aussi au niveau de sa structure, avec la Kabbale, donc chaque lettre représentant une valeur particulière. Donc après, nous avons aussi le grec qui va être important, le latin pour l'Occident. Et derrière cela, donc, ma logique est de dire que la langue française, dans sa forme, mais en parlant de français, il faut savoir que, par exemple, à l'époque des Templiers, les hommes ne parlaient pas encore le français, mais ils parlaient le françois. Et le françois, donc, et à partir de là, on voit bien que dans les monastères, justement, la mise en place des mots, dans leur structure, donc, qu'ils ont peut-être voulu, dès le départ, ils ont voulu, parce que, bien sûr, tout cela a à voir avec l'alchimie, bien sûr, donc les secrets qui sont cachés dans l'alchimie, donc de vouloir mettre des précisions pour les personnes les plus éclairées qui, au lieu de lire les mots, les écouter. Et donc là, il y aurait une structure assez précise auquel nous ne pouvons pas
mais c'est voulu. Par exemple, je vous donne 2 exemples assez rigolos. C'est le gendarme. Donc les gendarmes, ce sont bien les gens qui portent des armes. Et le fait de porter des lunettes, bah oui, c'est un objet qui nous permet de lire plus net. Donc le mot lunette, c'est voulu. Donc il n'y a pas photo. Là, au niveau de la langue des oiseaux, parce qu'il y a même des personnes qui n'ont pas le réflexe de se dire, bien sûr, le mot lunette, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'est un objet qui permet de lire plus net. Mais ce que moi j'ai compris, et ça c'est on va dire une dimension encore une fois un peu plus ésotérique, c'est que derrière la langue des oiseaux, il existerait aussi la langue de l'âme. Et la langue de l'âme, c'est justement quelque chose qui ne contient aucune structure et que chaque personne va entendre selon son éveil personnel. Et ce serait un petit peu notre âme, donc pour chaque individu. Donc lorsqu'il écoute la voix, sa petite voix intérieure, donc il entendrait derrière les mots, il y aurait des clés. Et ce serait donc chaque personne l'entendrait par rapport à son degré d'éveil. Et là, je vous donne un exemple assez simple, c'est la maladie. Donc on entend souvent des personnes qui disent, au lieu de dire la maladie, ils disent le mal a dit. Voilà. Disons que moi j'ai suivi cela encore pendant un certain temps. Et à un moment donné, au lieu d'entendre le maladie, j'entendais l'âme, donc notre âme, l'âme, al, avoir, a, dit. Et lorsque l'on entend l'âme, al, a dit, ça veut dire en gros, notre âme divine est en train de nous dire quelque chose. Parce que al, c'est donc la racine pour le mot Dieu, en arabe donc, et c'est donc, c'est bien sûr le mal que nous avons est en train de nous dire quelque chose. Mais quand on entend que c'est l'âme, al, a dit, c'est-à-dire notre âme divine qui est en train de nous dire quelque chose, c'est encore plus précis parce qu'on sait directement que c'est notre partie quantique, notre âme, donc qui est intemporelle, immortelle, qui nous envoie justement ce mal pour nous remettre sur le droit chemin d'une certaine manière. Et alors c'est aussi intéressant de voir que le mot à côté, la mélodie, quand on entend l'âme, elle, au dit, ça veut dire pratiquement la même chose, sauf que le mot elle, au lieu de al, c'est la version hébraïque, donc de Dieu, encore une fois. Et c'est là où je donne cette précision, où je dis simplement, la maladie apparaît lorsque la mélodie de notre corps n'est pas en harmonie. Voilà, et ça c'est la langue de l'âme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure, il n'y a aucune règle, et à un moment donné, la personne va entendre certaines choses dans les mots, et ça, c'est pas forcément la même chose que la langue des oiseaux. Alors vous évoquez un sujet qui nous est familier ici dans cette émission, c'est l'éternité de l'âme et l'incarnation de celle-ci dans ce que l'on appelle un corps physique ou la matière. Quelle est votre vision des choses? Eh bien, ma vision est, disons, déjà légèrement, donc j'en ai un peu parlé juste avant, que je fais le lien entre l'âme or et la naissance. Pour moi, il est assez logique, parce qu'après, aujourd'hui, on peut aussi intégrer les découvertes de la physique moderne, donc qui nous montrent bien que, par exemple, une particule de lumière existe sous 2 états différents, mais simultanément. C'est-à-dire que, par exemple, un photon de lumière existe aussi bien sous un état corpusculaire, donc matière, on va dire, et un état vibratoire comme une onde. Et donc, si on extrapole, donc on se dit, si ça s'applique à une particule de lumière, un photon, donc on est plutôt dans une sorte de microcosme là, pourquoi ne pas s'imaginer que ce serait la même chose pour le macro ou le méso? Nous sommes plutôt dans le mésocosme. Donc que le corps humain, un être humain, existerait aussi sous 2 états différents simultanément. Donc une partie qui est ancrée dans la 3D, donc on va appeler le corps physique, la matière, et l'autre partie qui est juste à côté, donc mais invisible, puisque se trouve, c'est notre âme en gros. Et que cette connexion, donc elle est faite, donc elle est établie. Et là, il y a par exemple un chercheur que vous devez sûrement connaître qui s'appelle donc Nassim Haramein, qui dit penser que notre conscience se trouve dans le cerveau, c'est comme croire que l'orchestre est dans la radio. Donc, et puis c'est là où on commence à faire des liens. On se dit, c'est logique, notre corps physique, c'est la partie incarnée, donc tridimensionnelle. Et là, il est intéressant de faire des liens aussi par rapport à la poste. Alors vous allez rire maintenant si je vous dis ça, mais si vous prenez maintenant la poste, nous allons maintenant envoyer par exemple du courrier. Alors pour envoyer du courrier, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une lettre. Et dans la lettre, on va mettre non, d'abord, pardon, je me suis trompé. D'abord, il nous faut une enveloppe. Une enveloppe, oui. Une enveloppe. Et donc l'enveloppe, c'est intéressant de voir que le corps humain, c'est aussi une enveloppe. L'enveloppe charnelle. Et à l'intérieur, on va mettre la lettre. D'accord? Et la lettre, oui, dans le corps humain, il y a aussi l'être qui est donc, qui est dans l'enveloppe charnelle. Et après, qu'est-ce
message. Oui. Et le messager, justement, c'est l'angelo, c'est la partie la plus spirituelle, entre guillemets. C'est l'angelo, c'est l'ange qui est en nous. Alors c'est intéressant de voir comment, et pour que le courrier puisse être envoyé, il faut l'affranchir, il faut le libérer. Et c'est intéressant de faire des liens comme ça, entre justement ce que probablement certains francs-maçons ont voulu nous léguer en créant la poste, en faisant des liens directs entre notre enveloppe charnelle, notre corps, donc là, et si on s'intéresse à l'alchimie, on parle bien de 3 choses en une, donc c'est pour ça que c'est l'âme à pierre, donc la partie sel, la partie soufre et la partie mercure. Et c'est comme ça que donc mon approche, elle englobe tout, c'est-à-dire vous voyez que j'observe les choses, je fais des liens, je me dis mais c'est logique, même après une personne qui décède, qui fait une expérience de mort provisoire, donc on me dit charbonnier, imminente, donc que c'est simplement une déconnexion entre la radio et l'orchestre qui joue à je sais pas combien de kilomètres de distance, c'est-à-dire notre âme, tout à fait, dans une autre dimension. Et ça, ce sont des choses qui sont assez évidentes aujourd'hui. Alan Diuco marque une pause, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie d'Alan Diuco, conférencier, théoricien, auteur du livre L'éveil des anges. Alors Jacqueline Bousquet nous expliquait sur cette antenne que tout était information et que la matière était une illusion, telle que nous la concevons en tout cas, que ce monde nous le rêvions et que le cerveau n'était qu'un transmetteur et un décodeur d'informations. C'est tout à fait votre vision des choses ? Ben oui, en gros c'est ça. Mais encore une fois, pour comprendre cela, il faut bien se dire que nos sens que nous possédons ici dans la 3D, ils font rien d'autre que de créer des formes à travers. Donc, c'est-à-dire que si maintenant nous aurions une paire de lunettes du style Matrix, on verrait peut-être les ondes et les vibrations. Et nos sens donc vont transformer ces ondes et ces vibrations en images figées. Et c'est ça, donc, je donne des exemples aussi lors de mes conférences ou bien dans mes livres où j'explique clairement que la cuillère que vous avez devant vous, qui vous paraît tellement solide, que vous prenez dans la main, dès que vous détournez votre vision de cette cuillère, en réalité ce ne sont que des ondes et des vibrations. Et c'est le sens de la vue qui va figer l'image. Et je vous dis, donc, c'est très complexe, mais ce que dit donc Jacqueline Bousquet, c'est tout à fait juste, il n'y a rien à redire. Donc, mais pour cela, encore une fois, il faut s'intéresser, entre autres, à la mécanique quantique, à ce que dit aux anciens textes qui avaient déjà toute cette connaissance. Il n'y a rien qui a été inventé. Tout est toujours là, tout a toujours été là, la connaissance de l'univers. Il faut simplement, ouvrir son esprit et faire fonctionner sa logique. Alors finalement, c'est ce qui explique que les expérienceurs de NDE passent à travers les murs quand ils sont en état de décorporation. Donc ça veut bien dire que ce monde en tant que tel n'existe pas, que c'est qu'une image, que c'est qu'une information, une fréquence. Une information qui prend une forme, parce que après une personne pourrait toujours dire oui mais bon Dieu, si je cogne mon poing contre le mur, c'est bien de la matière, tu vois bien que j'arrive pas à traverser le mur. Je vais dire, non, c'est des vibrations. Le mur est autant en vibration que ta main. La différence, c'est que la fréquence sera différente. C'est-à-dire la fréquence du mur, elle est à tant de hertz, je vais dire entre guillemets, et la fréquence de la main, qui est composée majoritairement d'eau, ça sera une autre fréquence. Et voilà, les deux fréquences se rejettent, se repoussent. Maintenant, et c'est pour ça aussi que lorsque vous trempez la main dans l'eau, pourquoi est-ce qu'il n'y a justement pas cet effet, ce même effet que si vous tapez le poing dans l'eau, là par contre votre poing va bien traverser l'eau parce que l'eau c'est la même fréquence que votre peau. Oui, c'est une résonance. On rentre en résonance. Exactement. Alors que le mur qui est composé de plâtre, de béton, c'est une autre fréquence. Donc maintenant, si peut-être, une personne qui peut peut-être transcender tout cela, il pourrait peut-être, comme Garouga ou Passe-Muraille, traverser le
mur. Oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup d'expérienceurs qui viennent ici à la radio et qui me disent, je passais vraiment à travers les murs, je voyais même les molécules de ce qu'on appelle la matière. Hein, et finalement, en fait, ça me fait penser que Jacqueline Bousquet disait que nous étions dans un champ de formes, que c'est un champ qui crée les formes. Oui, mais c'est aussi les croyances. Donc, il faut jamais oublier que le mot croix, par exemple, quand on revient sur la langue des oiseaux, le monde qui nous entoure n'est rien d'autre qu'un amas de croyances que nous avons figées. La croix, symboliquement, il y a plusieurs façons d'interpréter la croix, mais ma version, pour moi, en ce qui me concerne, donc dans mes recherches, la croix représente la barre verticale qui monte vers le ciel, qui monte vers l'espace, la barre horizontale qui est une allusion à, donc horizontal, horizon, horus, c'est-à-dire le temps. C'est-à-dire que la croix symbolise l'espace-temps. Et tout ce que nous croyons, parce que quand on dit « je crois », on entend bien le mot « croix », eh bien, tout ce que nous croyons se fige dans l'espace-temps. Et alors, comme par hasard, quand on entend le mot « crucifix », bah oui, tout ce qui est cru se fige, quoi. Ça devient une réalité dans la 3D, et ça devient les objets que nous avons pensés, que nous continuons de nourrir. Après, on pourrait rentrer dans le monde des égrégores pour expliquer que tout ça sont des égrégores qui sont nourris, spirituellement parlant, par la pensée. Donc nous donnons vie aux formes pensées et à tout moment nous pouvons les construire, les défaire, voilà. Nous créons des concepts finalement. C'est ça l'esprit créateur. Exact. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de faire attention à ce que nous pensons, ce que nous nourrissons, puisque si 80% de la population humaine, voire même plus, croit que la maladie c'est une fatalité, ben, ça sera comme ça pour les autres avec. Hein. C'est la majorité qui l'emporte. Il faut avoir des objectifs et des bons objectifs. Ah oui. Alors, certaines informations circulent autour de Jésus. Certains prétendent qu'il serait d'origine extraterrestre. Ça, c'est une information qui circule depuis longtemps et dont on n'a pas véritablement d'explication. J'ai vu que vous en parliez dans une de vos vidéos. Quelle est votre explication à vous? Qu'est-ce que vous pensez? Bien, disons que Jésus, pour moi, c'est surtout une philosophie. C'est surtout un message d'amour, de paix, de fraternité. Qui est bien antérieur au personnage Jésus de l'Église catholique romaine. Donc, il existait déjà des Jésus avant le Jésus. Et donc, maintenant, peut-être que l'original, il est peut-être d'origine extraterrestre. Oui, c'est peut-être un être d'une autre dimension, en tout cas un archétype sûr, qui est véhiculé à travers le temps. C'est une sagesse qui est très positive, mais qui peut aussi très négative dans le sens qu'elle peut être tournée contre les personnes qui propagent ce message de paix et d'amour. C'est-à-dire, c'est quand même aussi un petit peu comme une pièce de monnaie. Je veux dire, d'un côté, ce message peut être très bénéfique, puisqu'il parle d'amour, de partage, mais d'un autre côté, il y a des personnes qui peuvent utiliser justement ce message pour la tourner à leur avantage, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas que le message est positif et qu'il faut continuer, mais c'est pas pour ça qu'il faut être se laisser faire non plus, quoi, quelque part. Mais après, ce qui est clair par rapport à mes recherches, c'est que la légende du Christ est surtout aussi une légende alchimique. Et donc un personnage qui meurt, qui ressuscite, qui nous parle de la croix. Encore une fois, donc je vous ai expliqué la croix, symbole d'espace-temps, qu'il faut faire un travail sur soi, donc mourir, laisser mourir quelque chose. Mais bien sûr, c'est notre ego, parce que c'est l'ego qui est notre geôlier, qui nous emprisonne, donc notre mental, qui nous pousse à accumuler tout le temps des souffrances dans l'instant présent, c'est-à-dire des choses qui n'existent plus, mais que nous nourrissons continuellement. Donc c'est surtout une légende dans le sens alchimique, et comme je dis, donc pas maintenant l'alchimie opérative, donc dans à même le creuset, mais plutôt une alchimie spirituelle qu'on va devoir faire sur soi-même. Finalement, l'ego, c'est un outil, mais il faut pas justement vivre dans l'ego constamment. L'ego, c'est quelque chose dont nous avons besoin en tant qu'être incarné, mais après, il faut faire attention que ça ne devienne pas justement un frein à notre éveil, à notre évolution, et aussi par rapport aux souffrances. Donc l'ego, puisque l'ego, c'est le moi-je, c'est le fait de se définir, de se diviser par rapport aux autres. Donc à partir du moment où je prends conscience que c'est cet ego, cette partie de moi qui m'empêche de m'éveiller, d'être dans le partage, dans toutes les parties, dans toute cette zone de confort dans laquelle nous pourrions tous aller communément. Donc, et c'est là où il y a un travail à faire, c'est-à-dire l'ego, pour moi, ce n'est pas
dans la 3D, il est dans la terre, donc il a les pieds dans la terre, et il arrive parfois que justement le chevalier ou le cavalier donne un petit coup d'éperon, qu'on va appeler la maladie, quand le cheval ne va pas dans le bon sens, quoi. Alors finalement, c'est là qu'il faut pratiquer le lâcher-prise. Lâcher-prise, oui et non. C'est-à-dire lâcher-prise dans le sens, c'est d'observer les choses, de continuer d'observer le monde, mais de plus forcément les prendre d'une manière personnelle. Oui. Et là, les accords Toltec nous le montrent très bien. Il y a aussi donc de ne pas prendre les choses tout sur soi, quoi. C'est-à-dire à partir d'un moment de se dire, mais oui, je suis quand même pas concerné par tout ce qui se passe. Je dois aussi prendre un certain recul. Et après aussi, rien que c'est important dans le fait aussi que je ne vais pas maintenant porter plus d'attention qu'il n'en faut à un sujet qui peut peut-être me fâcher au départ, mais je dois prendre conscience aussi que si je continue à focaliser mon attention sur ce sujet, c'est moi qui crée l'attention et c'est moi qui me rend malade. Oui. Donc c'est ça, cette forme de lâcher prise. C'est-à-dire l'information elle est toujours là, mais elle n'a plus l'impact qu'elle a normalement. Prendre de la distance avec son ego pour laisser parler l'âme, quelque part aussi. Oui, la voix de l'âme. D'ailleurs, si vous prenez mon nouveau livre qui s'appelle donc Thérapie, écoutez là le son, donc c'est un jeu de mots bien sûr aussi, donc écoutez là le son du guide intime, c'est un peu ça. C'est in time, donc en anglais in time, intime, c'est notre âme qui est tout le temps en train de nous envoyer de l'information. Notre angelo, notre ange, en jeu, celui qui est en nous, il est tout le temps en train de nous communiquer quelle est la voie à suivre, c'est-à-dire à travers des synchronicités, des hasards, comme on les appelle, et comme certaines personnes disent bien, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, mais il faut les comprendre, ces hasards. Donc, et c'est là aussi, comment est-ce que vous les comprendre? Tout simplement en prenant du recul, encore une fois. Puisque si vous êtes dans le feu de l'action, vous n'allez peut-être pas le comprendre, mais si vous prenez le recul et vous réfléchissez à ce qui s'est passé des semaines, voire des mois, voire des années en arrière, et là vous faites le lien, vous dites, bah oui, c'est pas un hasard que... Voilà, et c'est comme ça, donc ça va être aussi les maladies. La maladie n'apparaît pas pour rien, donc il y a toujours une certaine logique là derrière, et c'est ça, suivre son âme. Alors finalement, Nicole Dron, qui a vécu une expérience, une NDE dans les années 68 à peu près, nous disait que en décorporation de l'autre côté, elle disait « j'ai compris le sens du mot « je suis ». Parce qu'elle dit « tout en étant Nicole, avec mon identité telle que je suis, j'étais en même temps moi et les autres ». Ouais. Comment on pourrait dire, comme un banc de poissons qui nage ensemble en harmonie dans l'océan, ou bien les oiseaux dans le ciel, quand vous les voyez voler en harmonie, vous dites comment est-ce qu'ils sont capables de faire ce mouvement tellement synchrone, tout simplement en s'imaginant que justement l'ego de ces animaux est tellement infime, voire quasi inexistant, ils n'ont aucun problème pour se reconnecter l'un à l'autre, tels nos neurones dans notre cerveau, et ils vont faire donc un seul mouvement. Et c'est ça la réalité quantique de l'univers, nous ne formons qu'une seule et vaste entité. Elle disait de l'autre côté que nous étions des atomes de lumière. Exact. Ouais. Alors vous organisez une conférence sur un thème Éden. Pouvez-vous nous expliquer? Éden, en quelques mots, en 2014, novembre 2014, je vais avec mon fils à Paris, on fait un petit week-end entre hommes, et donc le soir on veut aller au cinéma, et puis donc on sort de l'hôtel, et puis là je vois quelque chose qui pour moi ici qui vit au Grand-Duché de Luxembourg, donc quand même un pays un peu bling bling entre guillemets. Vous êtes, si je ne me trompe pas, sur Monte-Carlo. Voilà, Monaco, oui. C'est pas mieux, donc ici on a un petit peu l'habitude du confort, etc. Donc pour nous, on n'a pas trop l'habitude de voir des personnes, des SDF dans la rue, mais ce qui m'avait vraiment profondément choqué, c'est-à-dire qu'en 2014, il y avait toute une famille qui se trouvait dans la rue, donc enfants compris. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible ça, en 2014, de devoir, surtout en ayant conscience que quelques mètres plus loin, on va dire place Vendôme, il y a des gens qui foutent l'argent par les rues, par les fenêtres. Et donc, voilà, j'ai observé ça et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'imaginer une mise en place d'une collectivité où les individus vivent tout à fait différemment et en harmonie, où il n'y aurait plus ces problèmes. Et c'est là donc où j'ai eu cette idée, donc je l'ai appelé Éden, donc, parce qu'Éden c'est un jeu de mots qui veut dire émergence d'une ère nouvelle, donc où je donne un modèle, voilà, comme beaucoup de personnes peuvent en donner, où j'explique donc comment est-ce qu'on pourrait avoir un modèle où tout fonctionne comme une montre suisse, c'est-à-dire il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus d'injustice, on n'a plus d'un côté les riches, de l'autre côté les pauvres, tout le monde fait un métier qu'il
Donc c'est tout à fait une autre... mais bon, il faut après, à un moment donné, il faut prendre conscience qu'il y a, encore une fois, sur l'ego. Nous devons énormément travailler sur nos égos. Et j'explique donc cette conférence, donc elle est en ligne sur mon site, Projet Alpha. Donc elle est complètement visible sur mon site. Et je vais passer sur une chaîne concurrente, entre guillemets, donc, mais qui est assez connue, Le Grand Changement, où j'ai parlé avec Julien d'Eden, justement. D'accord. Alors, que pensez-vous de la thérapie quantique ? Thérapie quantique, c'est la thérapie d'hier et c'est celle de demain, tout simplement. C'est-à-dire maintenant, on est dans la thérapie mercantile, celle d'Hippocrate, donc celle qui était absolument pas celle qui était proposée par les médecins d'antan, donc qui se basait encore sur des connaissances justement quantiques. Après, il y a bien sûr les cartésiens d'aujourd'hui, ils se disent mais c'est pas possible, voyons que des anciens puissent avoir des connaissances. Alors tout bêtement, je dis, écoute, tu regardes les édifices, les sites archéologiques qu'ils ont construits. Aujourd'hui, on n'est même plus capable de faire un dixième de ce qu'ils faisaient. C'est vrai. Tu ne peux pas t'imaginer qu'ils avaient aussi des connaissances en ce qui concerne les thérapies. Et justement, donc, les thérapies quantiques, c'est-à-dire, puisque tout est quantique, tout est basé sur des sons, des vibrations, donc automatiquement, on a seulement besoin d'entendre le mot guérisson, et on a déjà la clé, c'est-à-dire une des clés puisque notre corps n'est rien d'autre qu'un amas de fréquences et de vibrations, justement, que chaque organe va vibrer sous sa propre fréquence. Le but du jeu, c'est surtout de faire vibrer le tout en harmonie, comme un orchestre symphonique, donc. Et c'est pas pour rien que le mot orchestre commence de la même manière que organisme. Et donc toutes les clés sont là, je veux dire, même la clé de sol, s'il faut. Le corps, les organes sont des instruments, et il faut les accorder, donc c'est assez logique. Tout se base là-dessus, toutes les thérapies alternatives encore asiatiques se basent là-dessus, que ce soit l'acupuncture, et après le magnétisme aussi, donc la lithothérapie, la biorésonance, donc tout ça sont des thérapies qui se basent là-dessus. Alors ce qui prouve bien que nous sommes déjà dans un monde à multidimensions, puisqu'on sait que les organes vibrent à différentes fréquences quand même, donc là, ça, voilà. Alan Dioko marque une pause, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie d'Alan Diok, conférencier, théoricien, auteur du livre L'éveil des anges. Alors, que pensez-vous des découvertes de Nikola Tesla et ses technologies et ce qu'on emploie aujourd'hui, c'est-à-dire le système HAARP et les chemtrails? Parce que oui, mais ça nous interpelle énormément. Dans tous les sens, là. Oui, ça c'est sûr. Tesla, c'était, comme lui-même a dit, donc le XXe siècle sera celui d'Einstein, le prochain ce sera le mien. Donc il avait déjà un siècle d'avance donc sur toutes les technologies. Le problème, c'est toujours le système babylonien. Donc ceux qui contrôlent le système, donc ce qu'ils veulent, c'est surtout faire de l'argent. Et les travaux de Tesla qui étaient basés sur de l'énergie libre, donc le mot gratuit et puis liberté, donc, et puis argent, donc ça n'a jamais fait bon ménage, entre guillemets. Donc Tesla, c'était un génie, mais il faut savoir que ce génie, il n'a non plus pas inventé la roue, puisqu'il a quand même redécouvert les secrets des bâtisseurs des pyramides. C'est-à-dire déjà les anciens, les païens, donc comme on les appelle, voire même bien au-delà, donc nous parlons de cultures qui ont disparu, ils avaient déjà cette technologie, donc parce qu'il ne faut pas... Quand vous voyez des blocs du style Triliton à Baalbek ou bien sous le mur des Lamentations, donc à Jérusalem, nous trouvons des blocs qui pèsent jusqu'à 1200 tonnes. Il faut se dire que ces cultures connaissaient déjà des technologies qui avaient la possibilité d'annuler complètement la gravité d'un bloc, par exemple, pour le soulever. Mais maintenant, ce qui concerne maintenant de l'électricité, on a déjà vu des batteries, des piles électriques qui ont été trouvées dans des fouilles archéologiques en Mésopotamie, donc en Irak. Mais que dire des pyramides qui servaient probablement de centrales électriques, carrément. Donc, et Tesla, donc, il avait retrouvé ces procédés pour créer de l'énergie. Une énergie, qui se diffuse donc dans l'atmosphère, qui est absolument pas dangereuse. Et voilà, et après, il y avait donc la bande à JP Morgan avec les Rockefeller, et puis on revient au sujet
Illuminati. Oui, Chemtrail HAARP, ça inquiète énormément de gens. Hein. Ben, les installations du type HAARP, oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai aussi un petit peu fait mes recherches là-dessus. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc ça peut être aussi bien une installation qui va servir de radar, entre guillemets, pour sonder le sol, pour faire des sondages, oui, donc pour voir s'il n'y a pas du pétrole qui serait quelque part caché, ou bien de l'or, puisque chaque substance a sa fréquence hertzienne. Mais après, on entend bien que ça peut aussi servir on peut aussi influencer les ondes du cerveau avec cela. Donc si je veux une population qui s'entretue, j'ai simplement besoin d'envoyer les fréquences adéquates qui vont bloquer l'inhibition donc de la violence chez l'homme. Donc tout cela, et puis après aussi on peut déclencher des tremblements de terre. Donc tout ça, oui, c'est tout à fait concevable. Et puis après on parle toujours de HAARP, qui est l'installation la plus médiatisée, puisque à partir du moment où elle était connue, mais des installations comme ça, il doit en avoir une bonne douzaine à travers le monde. Une douzaine quand même, une douzaine. Non, je n'ai aucune idée. Dis simplement, ça m'étonnerait que les Américains soient les seuls à avoir joué avec les ondes hertziennes comme ça. Et donc là aussi, on pourrait se poser des questions quant au réchauffement climatique, quand on sait qu'on bombarde l'atmosphère avec des millions de hertz qui vont créer quand même des échauffements. C'est comme un four à micro-ondes. Donc, et puis après, en ce qui concerne les chemtrails, rebelote, donc à quoi ça sert? Donc des personnes disent que c'est simplement pour diffuser des métaux dans le ciel, puisque nous sommes dans une ère d'information. Un ajout, par exemple, pour les ondes, donc pour l'information, pour qu'elle se diffuse plus facilement dans l'atmosphère. Mais d'autres disent carrément c'est pour rendre les hommes stériles, voilà, pour se débarrasser, ou bien pour créer des maladies. Bon, après, il y a aussi des personnes qui sont, on va dire, peut-être ils vivent plus au pays des bisounours, qui disent que c'est simplement des fûts d'eau. Voilà, ils balancent ce serait simplement, parce qu'il y a des images quand même assez pertinentes où on voit bien des fûts. Parce que après, de voir les avions avec leur traînée, c'est une chose, mais de voir l'intérieur des avions avec des fûts, donc je m'imagine que ces fûts ne sont pas forcément des fûts de bière, mais alors on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y en a qui disent c'est de l'eau, c'est parce que c'est des avions qui servent pour tester justement, ils simulent donc des vols avec des passagers, donc alors ils mettent de l'eau à l'intérieur pour avoir le même poids que si maintenant il y aurait des passagers plus les bagages, et que ces avions ce serait rien d'autre que ça, ce qu'on voit donc en image. Bon, ça dépend, hein, donc ça dépend après comment qu'est-ce qu'on veut nourrir, bon, après la vérité dans ces fûts il y a ou bien de l'eau ou il y a carrément des substances chimiques, et ce n'est non plus pas pour faire un épandage de champs, parce que autant que je sache, on n'utilise pas des 737 ou des 747 pour envoyer des pesticides sur les champs. Alors on parle de réchauffement climatique. Chez nous, dans le sud de la France, ça serait plutôt refroidissement climatique, parce qu'on n'a jamais eu aussi froid. Et la télévision n'en parle pas, les médias n'en parlent pas, et nous, on se gèle ici, hein, et ça depuis 5 ans. Depuis qu'on a vu arriver, parce qu'on les voit, nous on va pas faire semblant de dire oh non, on sait pas ce que c'est des tradés. Non, on voit les avions tous les jours qui font des épandages et partent en escadron sur la côte d'Azur partout. Et alors au bout d'un moment, vous voyez les nuages apparaître et vous le voyez en 1 heure, 2 heures de temps, tout est plombé. C'est tout. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui inquiète vraiment les citoyens, hein, de plus en plus. Mais il y a de plus en plus quand même aussi. Moi, par exemple, j'avais entendu dire que il y avait une commission donc européenne ils avaient demandé de visiter l'installation HAARP en Amérique, et ils avaient organisé une commission, donc et puis on leur a refusé. Donc c'est une installation militaire, donc et voilà. Mais comment dire, on va dire c'est pas maintenant le sujet, un des sujets sur lequel j'ai le plus travaillé. C'est simplement un sujet parmi tant d'autres qui nous met devant des énigmes. Et puis après, il y a bien sûr des personnes qui sont expertisées dans ce sujet-là, et puis ce serait plutôt à eux de demander quelles sont maintenant leurs conclusions. Et puis il y a aussi de plus en plus de politiciens quand même qui se sentent impliqués par ce sujet. Et voilà. Que pensez-vous justement des dangers du nucléaire? Nous avons fait une émission avec Stéphane Lhomme, qui est responsable de l'Observatoire du nucléaire. Est-ce que ça, c'est aussi un sujet qui vous préoccupe? Ben oui, on va dire, la seule chose que je pourrais dire là-dessus, par exemple, c'est de donner un exemple de ce qu'il faut surtout plus faire. C'est-à-dire, on est conscient que le nucléaire est une énergie dangereuse, du fait qu'on a la possibilité de fuite nucléaire si la centrale serait endommagée ou
sûr, on ne sait pas quoi en faire. Donc n'importe comment on tourne la chose, le nucléaire, c'est pas forcément la solution. Ce qui est important, et après on vient de parler de Tesla, donc automatiquement on sait qu'il existe des moyens de créer de l'énergie qui n'utilisent plus d'énergie fossile, ou bien de nucléaire, mais voilà, des méthodes complètement différentes. Aujourd'hui, on nous parle même de moteurs qui fonctionnent avec de l'eau de mer, carrément. Donc, ils ont même fait une voiture, là, je sais pas où, en Amérique, ou en Asie, donc un véhicule qui fait plus de 1000 chevaux, une voiture de sport, là, qui fonctionne avec de l'eau de mer. Donc, la seule chose que je veux dire par rapport au nucléaire, et ce qui est hyper important, c'est quand des personnes font des manifestations, par exemple, d'arrêter de se battre contre quelque chose. C'est-à-dire de faire des manifestations en sachant aussi surtout que ces lobbies tiennent les politiciens un petit peu par les partis, entre guillemets, c'est-à-dire ils ont tellement de pouvoir sur eux. Donc automatiquement, les manifestants qui vont aller se manifester contre le nucléaire, ils se trouvent bien sûr devant des policiers, des CRS, qui ont eu l'ordre de taper du manifestant, quoi. Et l'idée, donc, je dis toujours, donc, il faut arrêter de manifester contre, mais pour. C'est déjà une approche qui est tout à fait différente, puisque vous faites même d'une pierre deux coups. Donc, d'un côté, les lobbies nucléaires qui nous proposent ces énergies donc dangereuses, ils sont déjà ignorés. Et sur un plan quantique, il n'y a rien de mieux donc que d'ignorer la chose, ne pas lui porter de l'attention. Écoutez bien le mot que je viens d'employer. Donc, on ne leur porte pas plus d'attention qu'il n'en faut. Donc nous leur détournons même carrément le dos et nous faisons donc des manifestations positives, donc pacifiques, où on montre, on a des banderoles qui disent pas non au nucléaire, mais oui à l'énergie libre, et en montrant bien qu'elles existent. Et donc même les forces de l'ordre, ils peuvent pas avoir la même approche, parce qu'on sait aussi que souvent on glisse parmi les manifestants, de faux manifestants qui vont faire de la casse pour justement justifier que les manifestants sont pas pacifiques du tout. Mais dans une manifestation qui est d'emblée une manifestation pour quelque chose, on n'est pas destructeur, au contraire, on est constructeur. Et toutes les personnes qui observent ces manifestants, ils auront tout de suite l'information. Donc, on fait vraiment d'une pierre deux, trois coups même. Est-ce que vous avez des projets ? Des projets. Oui. Alors, moi, j'en ai autant qu'il en faut. Donc, c'est-à-dire mes projets sont de continuer de propager mes observations, toutes les choses que j'ai découvertes. Donc à travers mes conférences, j'en ai une quinzaine déjà de prévues sur cette année, donc un petit peu partout, même à Nice. Donc j'en ai 2 à Nice au mois de novembre, donc début novembre. Mais en allant sur mon site, toutes ces conférences sont montrées. Donc et cette liste n'est pas encore terminée. Donc des conférences, des livres, des projets de livres. J'en ai 3 en projet justement, dont un qui s'appelle Eden versus Enfer, où j'explique justement la différence entre notre modèle dans lequel nous sommes maintenant depuis on peut parler de millénaires, puisque le système babylonien, il existe déjà depuis plusieurs millénaires, donc ça c'est l'enfer dans lequel nous sommes, la boucle dans laquelle nous sommes déjà depuis bien trop longtemps, et donc Eden qui est le modèle que j'explique. Et ça c'est donc un livre, mais il y a encore 2 autres livres que j'ai aussi en projet. Voilà, les ateliers aussi. D'accord, vous des organisez radio, bien sûr. Des conférences, des ateliers. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs ? Tout simplement de continuer de s'informer, de s'intéresser à tout, de faire attention, de ne pas suivre n'importe quel gourou, parce qu'il y en a beaucoup qui racontent aussi un petit peu tout et n'importe quoi pour faire du chiffre, puisque aussi quelque part dans le monde de l'éveil, il y a certaines personnes qui ont vu qu'on peut se faire de l'argent. Et ça, c'est un truc qui est pour moi aussi, on va dire, il faut faire très attention, parce que ceux-là, ils sont capables de proposer tout et n'importe quoi. Donc, de faire attention à cela. Et puis, surtout, de rester toujours maître de sa pensée et de rester toujours dans la voie du cœur, parce que c'est le cœur qui, en fin de compte, donnera toujours la vérité. D'accord. Alors, on peut vous retrouver sur Internet ? Donc, mon site, c'est assez simple. Vous faites donc www.projet, donc le mot projet, alpha, alfa.com. Et donc sur mon site, vous trouvez mes parutions, les livres que j'ai écrits, aussi donc les conférences que je propose, et aussi Eden, donc cette conférence que je donne gratuitement sur mon site. Et vous pouvez bien sûr me rejoindre sur Facebook. D'accord. Ça va être donc Alan Duke. Merci Alan Duke d'être passé au micro de Fréquence Évasion dans la clé du mystère. Bon courage pour la suite en tout cas. Mais je vous remercie. Avec plaisir. Merci. Très bientôt. Fréquence Évasion.